Bienvenue à cette exploration des fondamentaux de la cybersécurité. C'est un domaine, on le sait, assez complexe. Mais aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur trois aspects clés, d'après les sources qu'on a pu consulter. Les tests d'intrusion, euh, la chasse aux menaces, et puis la cryptographie. Mmh. L'idée, c'est vraiment d'extraire l'essentiel. Comprendre un peu comment on évalue les défenses, comment on traque ce qui se cache déjà, et puis bien sûr, comment on protège les données. C'est ça, 3 piliers essentiels effectivement. Alors, commençons peut-être par les tests d'intrusion, les Oui, fameux pentests. allons-y. Le concept de base, si j'ai bien compris, c'est assez simple. Enfin, en apparence. On simule une attaque pour trouver les failles avant les vrais méchants, quoi. C'est exactement ça. Et il y a différents types, comme vous l'avez dit. On peut tester les applications web, qui sont très courantes, mais aussi les réseaux, le matériel et même le facteur humain avec l'ingénierie sociale. D'accord. Et c'est pas juste essayer de rentrer, j'imagine. Il y a une méthode. Ah oui, tout à fait. C'est très structuré normalement. On parle souvent de 5 phases. D'abord la planification, ensuite la découverte, puis l'attaque elle-même, la vérification et enfin le rapport. La planification, j'imagine que c'est crucial pour savoir où on met les pieds. Absolument. C'est là qu'on définit la portée, ce qu'on a le droit de faire ou pas, les règles du jeu, en gros. C'est fondamental. Mais les sources soulignent aussi un point faible assez fréquent. Ah oui? Lequel? Et c'est souvent le rapport final. Il manque parfois de clarté, de recommandations vraiment utilisables pour l'entreprise. Du coup, la valeur du test peut être limitée si on ne sait pas quoi faire après. Je vois, c'est pas juste trouver, faut aussi expliquer comment réparer. Et pour la phase de découverte, on fait comment? On essaie de voir ce qu'il y a? C'est ça. On cartographie la cible. On peut utiliser des outils comme Wireshark, par exemple, pour écouter le trafic réseau et comprendre ce qui se passe. C'est un exemple classique. Hmm. Écoutez le réseau. Oui, mais attention, les documents rappellent aussi que beaucoup de trafic est chiffré aujourd'hui. Donc, cette écoute passive, elle a ses limites. Ça nous pousse souvent à faire du sondage plus actif pendant la découverte. Plus actif, c'est-à-dire? Plus intrusif. Exactement. Et ça comporte des risques qu'il faut bien maîtriser. Et bien sûr, l'objectif final, c'est vraiment que cette attaque simulée, cet exercice offensif, devienne un vrai plus pour la défense. D'accord, c'est clair. Bon, alors après avoir testé les défenses comme ça, euh, passons à l'autre approche. La chasse aux menaces, le threat hunting. Là, on change un peu de logique, non? Ah oui, complètement. C'est une démarche proactive. On ne se contente plus de réagir aux alertes des systèmes de sécurité. On part du principe que, peut-être, une menace a déjà réussi à passer entre les mailles du filet. Et on va la chercher activement. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Il y a différentes approches pour ça. Certaines sont très structurées, basées sur des renseignements précis sur les attaquants, leurs techniques. D'autres sont plus exploratoires, on part d'une hypothèse. Et si un attaquant faisait ça, voyons voir si on trouve des traces. Et le renseignement sur les menaces, ça joue un grand rôle là-dedans, j'imagine. Un rôle clé. Qu'il soit technique, des indicateurs précis comme des adresses IP, ou plus stratégique, comprendre les motivations des groupes d'attaquants. Ça aide énormément à orienter les recherches. Et pour aider les chasseurs dans cette jungle de données, on parle souvent des outils SIEM. Oui, les SIEM sont centraux. Ils permettent de rassembler toutes les informations, les logs de sécurité de plein de systèmes différents, et de les analyser. Mais le défi, d'après ce que j'ai lu, c'est plus tant de collecter que de corréler tout ça. Surtout avec le cloud, l'IoT. Exactement. La corrélation pertinente, c'est le nerf de la guerre. Et c'est là que l'IA commence à entrer en jeu aussi, pour aider à analyser ces volumes énormes et à repérer des signaux faibles, des anomalies qu'un humain pourrait manquer. Mhm. Il y a aussi un modèle qui aide beaucoup à structurer la pensée, c'est la Cyber Kill Chain. Ça décrit les étapes typiques d'une attaque, de la reconnaissance initiale jusqu'à l'objectif final. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ça aide à savoir où frapper pour arrêter l'attaquant? C'est exactement ça. En comprenant le parcours de l'attaquant, on peut identifier les moments et les endroits où une intervention défensive sera la plus efficace. C'est un outil pour mieux cibler la riposte, en quelque sorte. Très bien. Alors, dernier pilier qu'on voulait aborder, la cryptographie. Là, on parle de protéger l'information elle-même. C'est ça. La base de la confidentialité et de l'intégrité des données. Et les documents insistent bien sur la différence entre le chiffrement et le hachage. Le chiffrement, c'est pour que ça reste secret, avec une clé.
Le hachage, c'est plus pour vérifier que ça n'a pas été modifié, c'est ça? Une sorte d'empreinte digitale? C'est une bonne image, oui. Le chiffrement assure la confidentialité, le hachage assure l'intégrité. L'empreinte de hachage est unique et, point important, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas retrouver le message original à partir de l'empreinte. D'accord. Et bien sûr, qui dit chiffrement dit tentative de déchiffrement. La cryptanalyse? Exactement, c'est l'autre face de la médaille, l'art ou la science de casser les chiffrements sans avoir la clé. Les sources mentionnent des techniques classiques, comme la force brute, essayer toutes les clés possibles, ou des choses plus subtiles, comme l'analyse différentielle. C'est une sorte de course sans fin, j'imagine. C'est tout à fait ça, une course aux armements constante entre ceux qui créent les algos de chiffrement et ceux qui cherchent à les casser. Et ça met une pression énorme pour que nos méthodes de protection restent robustes face à l'évolution des capacités de calcul, par exemple. La question de la durée de vie de nos standards actuels elle est toujours d'actualité. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça. On a vu les tests d'intrusion pour vérifier les défenses, la chasse aux menaces pour chercher activement les intrus, et la crypto pour protéger les données elles-mêmes. Tout ça, c'est lié en fait. Complètement lié. C'est la défense en profondeur. Chaque élément renforce les autres. Et surtout, il faut bien voir que ce sont des domaines qui évoluent très très vite. Et les attaquants ne dorment jamais, j'imagine. Non, ils innovent constamment. Donc les défenseurs doivent faire pareil, adapter leurs techniques, leurs outils. C'est un défi permanent face à des menaces de plus en plus sophistiquées. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour conclure. Dans cette course effrénée contre des menaces toujours plus intelligentes, où se trouve finalement la clé la plus importante pour la cybersécurité de demain? Est-ce que c'est plutôt dans cette agilité, cette proactivité de la chasse aux menaces? Ou est-ce que c'est dans la construction de défense et de crypto toujours plus solides, presque ininviolables? C'est une excellente question. Probablement un équilibre des deux, mais où placer le curseur? Voilà, de quoi réfléchir pour la suite.